Bonjour à tous. Les directeurs des établissements de santé sont bien souvent confrontés à une difficulté relative à la qualification juridique du ou des faits reprochés à un fonctionnaire ou un agent contractuel. Entre faute de nature à engager une procédure disciplinaire et manquement constitutif d'une insuffisance professionnelle, la distinction est parfois ténue. L'enjeu de cette distinction est de sécuriser la décision à intervenir afin d'éviter toute annulation en cas de contentieux. Pour échanger sur le sujet, aujourd'hui nous accueillons Caroline Dufour, collaboratrice au sein du cabinet Oudart et Associés. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Je vais te poser une première question. Peux-tu nous éclairer sur deux notions, la faute disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ? Alors, la faute disciplinaire suppose que l'agent commette un manquement, transgresse une ou plusieurs obligations professionnelles. S'agissant de l'insuffisance professionnelle, elle se traduit dans la manière de servir de l'agent, c'est-à-dire son incapacité à exercer les missions qui lui sont confiées, les missions de son grade ou les missions pour lesquelles il a été recruté. Concrètement, le directeur de l'établissement appréciera l'insuffisance professionnelle au regard d'un triptyque, c'est-à-dire le savoir, la connaissance de l'agent, le savoir-faire, c'est-à-dire ses compétences techniques, et le savoir-être, c'est-à-dire la capacité de l'agent à exercer ses fonctions en bonne entente avec ses collègues. En pratique, le directeur appréciera l'insuffisance professionnelle de l'agent en comparant ses connaissances, ses compétences techniques avec les connaissances et les compétences techniques d'un agent du même grade qui donne pleinement satisfaction dans son travail. Dans le cas où le manquement constitue une faute disciplinaire et non une insuffisance professionnelle, comment évalues-tu les sanctions à infliger ? Alors, la question de la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés est primordiale. Il n'y a pas de méthode prédéfinie qui permette de dire que pour tel manquement, il faut infliger telle sanction. Néanmoins, on peut dire que pour choisir la sanction, on peut notamment regarder la nature des fautes commises, les dysfonctionnements dans le service que ces manquements ont entraînés, les antécédents disciplinaires de l'agent, ainsi que les fonctions occupées par l'agent dans l'établissement, et puis envers qui ces manquements ont été commis. Notamment, le juge va être particulièrement attentif aux faits commis sur des personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur pathologie. Une fois que le manquement reproché à l'agent a été qualifié, quelle est la procédure à mettre en place ? Alors là, les choses sont plus simples puisque la procédure à mettre en place est la même que l'agent soit poursuivi pour des faits disciplinaires ou pour de l'insuffisance professionnelle. Alors d'abord, le directeur de l'établissement peut suspendre à titre conservatoire l'agent dans l'intérêt du service ou pour préserver par exemple la sécurité des biens ou des personnes, dès lors qu'il a connaissance de faits graves et suffisamment vraisemblables. Cette mesure de suspension est prise à titre conservatoire pour une durée maximale de 4 mois et elle est complètement déconnectée d'une quelconque procédure disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle à intervenir. Ça implique deux choses. D'abord, la mesure de suspension ne peut pas simplement être considérée comme irrégulière dès lors qu'il n'y a pas eu par la suite de procédure disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Et puis, le juge administratif a pu considérer que même en matière d'insuffisance professionnelle, la suspension à titre conservatoire pouvait avoir lieu même sans texte. Ensuite, les droits de la défense doivent être respectés, ce qui implique que l'agent soit mis au courant de la procédure disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle engagée. Ils doivent être au courant des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité d'avoir la communication de son dossier administratif individuel, d'être représenté par un ou plusieurs défenseurs de son choix, ainsi que la possibilité de faire des observations écrites ou orales. Le directeur de l'établissement doit ensuite saisir le conseil de discipline en rédigeant un rapport de saisine, lequel contient la carrière de l'agent, les antécédents disciplinaires éventuels de l'agent, bien sûr les faits qui sont reprochés, et puis, à l'issue de ce rapport, le directeur de l'établissement propose la sanction qui lui semble être proportionnée. Le président du conseil de discipline doit ensuite convoquer à la fois l'agent et les membres du conseil de discipline dans un délai de 15 jours. Le respect de ce délai de 15 jours est absolument indispensable puisqu'il est susceptible de vicier l'ensemble de la procédure. Alors, peux-tu nous expliquer comment se déroule ce conseil de discipline ? Alors, lors des débats, l'agent et son représentant sont entendus de manière contradictoire. Il faut savoir que l'administration peut également faire valoir ses observations avec un avocat qui peut être présent lors du conseil de discipline. À l'issue des débats contradictoires, les membres du conseil de discipline se retirent et délibèrent et votent de manière secrète. Seul le secrétaire de séance peut assister à cette délibération et à ce vote, mais il ne participe pas, sous peine de vicier la procédure. L'avis du conseil de discipline est ensuite rendu de manière motivée. Il faut rappeler aux directeurs d'établissement qu'ils n'ont pas à se sentir liés par cet avis. Ils doivent eux-mêmes prendre une décision motivée en fait et en droit, et sur ce point, il faut rappeler l'importance de la motivation de la décision. Il peut être opportun de faire appel à un avocat
au moins pour la relecture et la sécurisation de la décision, puisqu'en cas de contentieux, elle pourra faire l'objet d'une annulation. Merci Caroline d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.